L'écho des bêtes vous est présenté par les éditions Griffes Rouges. Attention, ce podcast est narré par un homme au charisme presque divin et aux manières d'une rare distinction. Toutefois, certains propos pourraient heurter les sensibilités. Les récits qui vont suivre contiennent des passages explicites et parfois troublants. Vous en serez avertis. Bonjour et re-bienvenue dans l'Écho des bêtes avec Sean Parsons, le podcast bien sympathique où je vous parle des diverses bébites issues de folklore et légendes. Aujourd'hui, nous allons ensemble retourner au temps des statues de marbre de pur muscle et au petit sexe puisque nous allons nous plonger dans l'univers de la mythologie grecque. De nos jours, c'est une mythologie très connue du grand public grâce à des classiques comme God of War, les livres Percy Jackson ou les nombreux films parlant des héros grecs. Avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que la mythologie grecque? Un sujet aussi vaste que fucked up. Tout commence avec le chaos, le Big Bang pour les gens de l'époque on peut dire, d'où émerge Gaïa, la Terre, le Tartare, les Enfers, Eros, Nyx et Ereb, l'obscurité. Gaïa donne naissance à Ouranos, qu'elle épouse, move classique, ne surtout pas changer la formule gagnante. Ensemble, ils feront plein de beaux bébés comme les Titans, les Cyclopes ainsi que les Hécatonchires, des géants à 100 bras. Et étant donné qu'Ouranos n'est pas le père de l'année, Cronos, l'un de ses fils, lui coupe les couilles avec une faucille. Le sang d'Ouranos fait naître les Furies, les géants ainsi que les nymphes des frênes. Dans une autre version, les testicules tombés dans l'eau donnent naissance à Aphrodite, la déesse de l'amour. Après cet acte de rébellion distingué, Cronos devient le roi des dieux. Lorsqu'on lui annonce que ses enfants le détrôneront, le monsieur n'est pas nécessairement content de ce fait et avale sa progéniture. Rhea, voyant que son mari est un peu sauté, décide de sauver leur dernier fils en vie, Zeus. Il grandira au loin avant de revenir affronter son père et faire recracher ses frères et sœurs prisonniers du ventre de Cronos. Une guerre légendaire éclate alors, opposant les Olympiens, les gentils, et les Titans, les grands méchants. Zeus l'emporte et siège sur l'Olympe en tant que roi des dieux. Il partage son règne avec ses deux frères, Hadès et Poséidon. Plusieurs autres divinités rejoignent alors le panthéon dont Athéna, Apollon, Héra ou Dionysos pour ne citer que ceux-là. Mais la mythologie grecque, ce ne sont pas que des histoires épiques de dieux qui se tapent sur la gueule, non, non, non. Ce sont également des histoires de grosses créatures loufoques qui se font taper sur la gueule par des héros tout nus. Et aujourd'hui, je tenais à vous en présenter une dizaine sans ordre de préférence. Elles ont toutes traversé le temps jusqu'à nous et ont façonné de nombreux contes et légendes au travers les siècles. Numéro 10, Cerbère. Ah, Cerbère, durant un long moment, ce fut ma créature préférée de ce top 10. J'ai toujours eu une petite affection particulière pour les canidés de toutes formes. Il s'agit d'ailleurs peut-être de l'un des monstres les plus populaires parmi toute la mythologie grecque. Il s'agit tout simplement d'un chien à 3 têtes gardant l'enfer. Dans le fond, une belle petite bête que j'aurais tendance à vouloir flatter parce que je suis un peu tata et que j'aime un peu trop les chiens, même ceux qui ont le potentiel de me bouffer tout rond. Dans la mythologie, aucun être vivant ne pouvait entrer en enfer sous la supervision de Cerbère. En théorie, ça n'a pas empêché Héraclès de le traîner jusqu'au roi Eurysthée pour sa célèbre 12e tâche. Pour rappel, après avoir été plongé dans une folie meurtrière par Héra, la femme de Zeus, Héraclès tue ses enfants et sa femme. Le héros consulta alors l'oracle de Delphes afin de connaître une façon de se racheter. Celle-ci lui ordonna de se mettre au service de son cousin le roi Eurysthée qui lui imposa à son tour les fameuses 12 tâches. L'affaire c'est que le roi n'aime pas son cousin du tout et cherchera à lui refiler des tâches impossibles pour le commun des mortels afin de le tuer. Étant le fils de Zeus et d'une mortelle... Ah, c'est pour ça qu'Héra n'est pas contente. Ben coudonc. Héraclès triomphe à chaque fois. Désirant en finir avec le héros qui ne fait que s'attirer la gloire de tous, Eurysthée envoie l'homme chercher Cerbère en enfer. Hadès autorise son neveu à emporter son chien jusqu'en Grèce à la condition de ne pas le blesser et de le faire sans armes, ce qu'il fera. Numéro 9, le Minotaure. Autre bébite très connue de ce palmarès, le Minotaure est une créature d'une taille immense dépassant aisément la taille d'un humain. Il possède un corps d'homme mais est doté d'une tête de taureau au regard de furie. Dans certaines versions, il est doté de sabots ainsi que de pattes de taureau et peut même posséder des griffes. Un bon jour, le roi Minos de Crète déclare à la population que les dieux le soutiennent dans son règne. Tout le monde fait « Ben oui, toi,
Fac le gars leur dit « Checkez-moi bien ». Il prie ensuite Poséidon de lui envoyer un taureau qu'il sacrifiera en son nom. Étant un bon gars, le dieu accepte la demande du roi et fait surgir des mers une bête merveilleuse. Là par contre, Minos n'est pas trop sûr parce que l'animal est vraiment beau. On peut donc comprendre que l'homme a mon degré d'intelligence face aux bêtes. Il se dit donc qu'il va tromper le dieu de la mer en sacrifiant un autre taureau. Mais vu que Poséidon n'est pas con, il fera maudire Pasiphae, la femme de Minos, étant donné que ce dernier l'est dupé. La reine tombera follement amoureuse de l'animal envoyé par le dieu et de leur union naîtra le Minotaure. C'est à ce genre de moment que je me demande vraiment si je suis juste weird ou passionné de m'intéresser à des affaires de même. L'enfant, Ish, sera par la suite envoyé dans le fameux labyrinthe construit par Dédale, un inventeur très connu des mythes grecs. Un peu plus tard dans le récit, après que le fils de Minos, Androgée, fut tué par les Athéniens, le roi de Crète déclare la guerre à Athènes et est favorisé par les dieux. Afin de se venger, Minos oblige à tous les 9 ans, ou à chacun selon les versions, au roi Égée d'Athènes d'envoyer en sacrifice 7 garçons et 7 filles dans le labyrinthe. Thésée, le fils d'Égée, se porte un jour volontaire afin de faire partie du groupe envoyé dans le labyrinthe où personne n'en sort vivant parce qu'ils sont mangés par le Tichou à la tête de bœuf. Le héros triomphera finalement dans un combat épique de cette pauvre abomination qui n'avait jamais rien demandé. Numéro 8, la chimère. Bon, comment expliquer ça sans sonner bizarre? Dans la mythologie grecque, la chimère est une créature fantastique malfaisante, jusque-là on se comprend. Son corps est généralement mixé entre celui du lion et de la chèvre, en plus d'avoir une queue de serpent. Pour en ajouter une petite coche, elle pouvait également cracher du feu. La chimère ravageait la région de Lycie en Turquie aujourd'hui en brûlant les récoltes, les villages et par le fait même quelques gens au passage. On demanda à Bellérophon, fils de Poséidon, de mettre un terme aux agissements du monstre. Montant Pégase, l'homme brava la bête depuis les cieux. Il cribla cette dernière de multiples flèches ou, selon les versions, utilisa du plomb sur le bout de sa lance. Au moment où l'arme du demi-dieu atteignit la chimère à la gueule, le plomb fondit dû à la chaleur des flammes coulant dans la gorge de l'abomination, la tuant. Après cet exploit, ainsi que plusieurs autres, Bellérophon, vu comme un véritable héros, eut la brillante idée de s'élever parmi les cieux afin de faire un high-five à Zeus. Alors qu'il n'était pas occupé à séduire des jeunes vierges, ça fait changement d'habitude, Zeus aperçut l'homme monter vers l'Olympe chevauchant Pégase. Bellérophon fut puni pour son arrogance et chuta du cheval ailé jusque sur terre. Il survécut, mais se retrouva estropié jusqu'à la fin de ses jours, honteux à l'idée de s'être pour un moment cru au même niveau que les dieux. Numéro 7, le Cyclope. Généralement de très grande taille, les cyclopes sont des géants pourvus que d'un seul œil. Ils sont principalement reconnus pour être des forgerons hors pair ainsi que des fins bâtisseurs. Ce sont ces créatures qui ont forgé les éclairs de Zeus, donc un excellent point à mettre dans leur CV. C'est dans l'Odyssée d'Homère que l'on fait la douce rencontre avec l'un de ces monstres. Durant son long périple en mer, le héros Ulysse, après la guerre de Troie, tombe sur une île où demeure Polyphème. Il est important de noter que Polyphème aime déguster la chair des malheureux qui s'aventurent sur son île. Le Cyclope capture ainsi l'équipage d'Ulysse et l'enferme dans une caverne où sont amassés de nombreux moutons. Plusieurs des compagnons du héros sont mangés puisque les règles d'hospitalité ce n'est pas vraiment l'affaire des cyclopes. Étant donné qu'il a un léger mauvais pressentiment par rapport à son hôte et qu'il a peur que sa femme l'attende trop longtemps pour le souper, Ulysse décide d'établir un plan afin de s'échapper de l'île. Il perce l'œil de Polyphème et s'accroche au ventre des moutons présents dans la grotte. Son équipage l'imite et ensemble ils s'évadent. Le cyclope tente le dos de ses bêtes mais ne parvient pas à trouver ce qui aurait été ses futurs snacks. Un détail important, quand Ulysse s'est présenté au méchant géant, il a affirmé se nommer personne. Quand Polyphème s'est fait percer l'œil, il hurla alertant les autres cyclopes de l'île. Quand ceux-ci vinrent à la rencontre de leurs semblables, Polyphème a juste dit que c'était personne qui l'avait blessé. Les autres monstres se sont alors dit qu'il ne devait avoir absolument aucun problème dans ce cas. Polyphème avait juste un œil transpercé de bord en bord en pissant le sang, mais tout va bien. C'est alors que, rejoignant son embarcation, Ulysse eut la brillante idée de révéler son véritable nom, son adresse, le nom de jeune fille de sa mère et son numéro d'assurance sociale au Cyclope afin de le narguer. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Polyphème avait pour papa Poséidon. Celui-ci, pas content qu'on rit de son fils différent des autres, s'acharna sur Ulysse, prolongeant son périple dans les mers. Numéro 6, Typhon.
Celui-ci est un peu spécial puisque Typhon est le père de plusieurs monstres connus de la mythologie grecque. Parmi eux, on peut compter Cerbère, le lion de Némée, la chimère ou encore l'hydre de Lerne. Il est le monstre le plus grand et le plus redoutable de la mythologie grecque. Il avait un visage bestial, des ailes, d'innombrables têtes de serpents à la place des mains et un bas de corps constitué de serpents enroulés. Ses yeux lançaient des éclairs de feu et des pierres enflammées tombaient de sa bouche. À se demander comment cette affaire-là pouvait se reproduire. Mais ce physique quelque peu unique ne l'a pas empêché d'attirer la convoitise d'Échidna, une femme serpent, ok je comprends, la mère de tous les monstres. À un moment donné, Typhon se lève un matin et se dit que ce serait une excellente idée de renverser Zeus. Bien que l'intention était bonne, l'exécution laissait un peu à désirer. Le dieu du ciel lui lança tous ses éclairs en plus de lui sacrer une montagne, le mont Etna, à la gueule. Depuis ce jour, Typhon est fait prisonnier des entrailles de la montagne. Numéro 5, le Sphinx. Ah là, je vais vous parler d'une belle histoire d'amour. Tout commence dans la ville de Thèbes où le petit prince Édipe est emmené devant un oracle. Celui-ci prédit qu'Édipe tuera son père et épousera sa mère. Devant cette nouvelle des plus réjouissantes, les parents décident de gentiment abandonner leur enfant aux mains d'étrangers. Il sera élevé loin de ses terres sans connaître ses origines. Donc là, ses parents ont dû se faire une couple de high-five en se disant qu'ils avaient évité la prophétie. Plusieurs années passent alors qu'Édipe est devenu grand. Un jour, alors qu'il prend une bière avec les boys, je suppose, il apprend la prophétie qui prétend que l'homme tuera son père et épousera sa mère. Horrifié à cette idée, il quittera Corinthe, sa terre d'accueil, pour éviter de réaliser les prédictions de l'oracle sans savoir qu'il était adopté. Oups! En chemin, il croise un chauffeur qui n'avait pas mis son clignotant en voulant changer de voie trop près d'Édipe. Étant donné que ce dernier tient au code de la route, il pète une coche et tue un vieil homme présent dans le chariot sans savoir que c'est son père. Il réalise alors une partie de la prophétie. Youpi! Notre héros se dirige ensuite vers Thèbes où le monstre qui nous intéresse se situe. Désolé en passant pour tous ceux qui n'aiment pas quand ça n'aboutit pas vite dans les podcasts, mais je ne peux pas toujours résumer les trucs à le Sphinx est une bébite mi-femme, mi-lionne avec des ailes qui menace de bouffer tout le monde sur place et passer au point suivant. À Thèbes, donc, se trouve le Sphinx, une bébite mi-femme, mi-lionne avec des ailes qui menacent de bouffer tout le monde sur place. Seulement, la créature est une petite taquine et offre à la population de résoudre une énigme afin de peut-être les épargner. L'énigme étant quel est l'animal qui marche à 4 pattes le matin, 2 à midi et 3 le soir? La réponse est l'homme, réponse qu'Édipe trouvera en un claquement de doigts. Humilié, le Sphinx va se pitcher du haut d'un rocher. Coudon, on peut-tu être plus mauvais perdant? Reconnaissant, les habitants de Thèbes font d'Édipe leur nouveau roi. Ça tombe bien, leur dernier est mort il y a pas longtemps. L'homme est donc promis à la reine Jocaste, sa propre mère, et réalise pleinement la prophétie. Que c'est cute! Tout ça pour que le Sphinx apparaisse pendant 2 lignes dans mon texte. Numéro 4, les centaures. Mi-homme, mi-cheval, les centaures étaient connus pour leur comportement problématique. C'est un peu l'équivalent des gens qui fêtent trop fort à la Saint-Jean que tu entends gueuler jusqu'à 4 heures du matin. Ce sont des êtres impulsifs, violents, qui ont un petit penchant sur l'enlèvement des femmes pour sûrement les emmener en dessous des couvertes pour jouer aux cartes. L'un des centaures les plus célèbres se nomme Chiron. Contrairement à ses confrères, celui-ci est sage, patient et érudit. Fils du titan Chronos, il est maître de la médecine, de la chasse ou même de la musique. Il fut le mentor de nombreux héros grecs dont Achille, Jason ou encore Héraclès. Il connut une fin tragique lorsque Héraclès le blessa par accident à l'aide d'une flèche trempée dans le venin de l'hydre de Lerne. Zeus met fin à ses souffrances en le plaçant dans le ciel et fait de lui la constellation du centaure. Il existe 4 types de centaures. Le bucentaure, dont le corps est celui d'un taureau assimilé au minotaure. L'onocentaure, avec un corps d'âne, peut-être celui qui a été le moins chanceux de la gang parce que je ne connais personne que son rêve c'est d'être moitié homme, moitié âne. L'ichthyocentaure, aussi appelé centaure triton ou centaure marin avec un corps de poisson et des pattes avant de cheval. Ah, finalement, on a un challenger quant au titre du pire centaure parce qu'il n'y a pas moyen que cette affaire-là survive logiquement dans l'eau comme sur Terre. Et enfin, on a le centaure commun, aussi appelé hippocentaure avec un corps de cheval et un buste d'homme. Numéro 3, l'hydre de Lerne. Oh, celui-là, c'est mon chouchou, j'adore ce monstre, c'est mimi. Bon, il peut t'arracher la face plus vite que j'arriverai à le flatter, mais coudonc, ça a l'air que je suis insensible aux dangers évidents. Dans la plupart des versions, l'hydre possède un corps de serpent et a entre 5 et 9 têtes. L'une d'elles, représentant la tête intelligente, était immortelle en plus d'être partiellement recouverte d'or. Celle-ci dirigeait le corps de la créature. Son haleine, soufflée par les multiples gueules, exhale
ou, un mot prestigieux, un dangereux poison même pendant son sommeil. Héraclès fut chargé de l'abattre lors de l'un de ses 12 travaux. Durant son combat, le héros réalise que d'abattre une tête en fait pousser 2 autres, ce qui est tout de même fâcheux, on va se le dire. Il dut donc brûler à mesure chaque tête tranchée afin qu'elle ne repose pas pour ensuite trancher la tête en or afin de l'enterrer quelque part. Pauvre petite chose, partie trop tôt. Oui, mais Sean, elle tuait du monde partout où elle passait, ça reste quand même un monstre abominable qui méritait de mourir. Et vous auriez raison, petite voix dans ma tête, mais qu'est-ce que vous voulez? Je ne peux résister à des beautés pareilles. Numéro 2, Pégase. Figure très connue de la mythologie grecque, Pégase est un cheval ailé tout simplement. Il naquit du cou coupé de la gorgone du nom de Méduse qui, elle, fut tuée par Persée. Comme je vous l'ai dit plus tôt, Pégase aida Bellérophon dans sa quête contre la chimère. Le cheval ailé vint également en aide à Persée dans des versions moins officielles, mettons. Il n'y a pas grand-chose à dire sur cette créature autre qu'elle ait marqué l'imaginaire collectif puisqu'on la retrouve encore aujourd'hui dans des œuvres comme le film Hercules de Disney, la saga Percy Jackson ou Clash of the Titans. Numéro 1, la Gorgone. La représentation la plus reconnue aujourd'hui d'une gorgone est celle d'une femme avec des serpents à la place des cheveux. Elle aurait la capacité de changer les gens en pierre d'un simple regard. Dans certaines versions, elle ne posséderait pas de jambes mais bien une queue de serpent, des crocs, des ailes, des yeux de laser, l'habilité de changer l'heure à sa guise et pouvait faire pousser l'herbe grâce à la pensée. Bon, je me suis peut-être emporté sur les 3 derniers éléments. Il existerait 3 gorgones dans la mythologie grecque. La première se nomme Euryale, la deuxième Sténo et la troisième Méduse. Les 2 premières sont immortelles, pas la troisième parce que... À la base, dans l'une des versions la plus connues, Méduse était une prêtresse d'Athéna qui s'est fait agresser dans le temple de la déesse par nul autre que Poséidon. Coudon, il est donc ben là souvent aujourd'hui. Donc, logiquement, pour la punir, elle fut changée en gorgone. Hein? Attends un peu. D'accord, j'ai bien lu, désolé. Méduse est donc simplement une victime d'un viol commis par un dieu et puni par une autre déesse pour affront qui ne la concernait pas. Dans d'autres versions, Méduse était déjà une créature comme ses sœurs. Ah, j'aime mieux ça. Pour la vaincre, le roi Polydectès envoya Persée souhaitant se débarrasser du jeune homme afin de se taper sa mère. La mère de Persée se nomme Danaé et tomba enceinte après que Zeus se changea en pluie afin de l'engendrer. Sacré coquin que ce Zeus! Maudit que ça devait être l'enfer pour Héra qui devait endurer son mari / frère aller d'un bord puis de l'autre enfanter toutes les femmes qu'il voyait. Oh, Héra, regarde la belle dame là-bas. Je vais me changer en taureau afin de l'amadouer. Hop! Franchement, Zeus, ça fait déjà 3 cette semaine. Oh, regarde comment Léda, la reine de Sparte, est chaude. Vite, je dois absolument me transformer en cygne afin de l'aguicher. Et que dire de Danaé? Je me dois de me transformer en pluie afin qu'elle porte mon enfant, peu importe que ce soit logique ou non. J'ai vraiment besoin de devenir alcoolique. Dans sa quête, Persée sera aidé par plusieurs dieux dont Hermès qui lui donnera des chaussures avec des ailes. Hadès lui prêta son casque d'invisibilité afin d'infiltrer le repère des 3 sœurs et Athéna lui procura un bouclier miroir. L'homme profita alors du moment où Méduse dormait afin de lui trancher la tête en s'aidant du bouclier afin de ne pas croiser son regard. De retour sur l'île Séryphos, Persée se rend compte que le roi Polydectès est en train de croiser sa mère, donc il sort la tête de la gorgone de son sac et pétrifie le roi ainsi que sa cour. Tout est bien qui finit bien donc, sauf pour Polydectès ou Méduse ou ses sœurs, mais en général on va dire que ça va. Tout qu'un morceau que fut cet épisode. Ça a été un véritable plaisir de vous parler de toutes ces créatures ayant traversé les siècles jusqu'à aujourd'hui. Pour le prochain épisode, nous allons aborder les fantômes. Ça risque d'en faire frémir plus d'un, moi compris. Lorsque la nuit tombe et qu'un ciel aussi obscur que la toge de la mort se dévoile, craignez l'approche de l'écho des bêtes. Je me nomme Sean Parsons et on se retrouve une autre fois dans un prochain podcast. Vous pouvez retrouver chaque épisode de ce podcast sur vos plateformes préférées ainsi que sur ma page YouTube Sean W. Parsons. N'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil.